Bonjour à tous et très heureux d'être en votre compagnie pour cette autre édition d'Accent du Sud. Vous êtes toujours sur la CISM 89.3 FM. Rapide coup d'œil à l'horloge, il est midi passé de quelques poussières 2 secondes. Aujourd'hui, nous parlons d'une situation particulièrement importante, particulièrement grave, qui se déroule pas très loin d'ici, dans les îles de la Caraïbe, précisément à Haïti. Accent du Sud, je vous le rappelle rapidement, c'est l'émission qui donne la parole aux acteurs du Sud, présents ou de passage à Montréal. Il peut également arriver que je cède le micro à des acteurs du Nord, des acteurs qui auraient quelque chose de pertinent à dire sur les enjeux du Sud. Aujourd'hui, je reçois dans ce studio 2 chercheurs au cycle supérieur ici à l'Université de Montréal, qui sont originaires d'Haïti, qui sont des étudiants ou des chercheurs en droit, mais également des personnes qui sont déjà dans la pratique du droit, notamment à Haïti. Je reçois Romario Saintius. Bonjour Romario. Bonjour. En face de toi, on peut se tutoyer, hein? Oui, bien sûr. En face de toi, il y a Clarence Lindor, maître Lindor. Bonjour Clarence. Bonjour William. Avec toi également, on peut se tutoyer parce que on a déjà des contacts en dehors de ce studio. Alors, on va commencer rapidement, hein, mais avant ça, vous savez, Accent du Sud, c'est de la musique et de la très bonne musique, d'ailleurs originaire de tout le Sud. Aujourd'hui, nous allons écouter essentiellement des chansons haïtiennes qui nous rappellent cette situation assez grave dont nous parlerons pendant toute cette émission. Il s'agira de Zafem, de Nico Dié, 2 fois, si on a le temps, mais aussi de Locha Remy. Alors, avant de terminer cette introduction, je voudrais qu'on dise rapidement un mot sur ce qui nous réunit aujourd'hui. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Haïti, qu'est-ce qui se passe là-bas maintenant, comme on est en train de parler? Je commence par toi, Clarence. Et merci. On va parler de la situation sociale, économique, politique en Haïti. Ce qui se passe, c'est que il y a une forte violence perpétrée en Haïti par des gangs. Et quand on parle de violence en Haïti, on peut parler de meurtre, il y a des viols, il y a des enlèvements, il y a aussi d'extorsion. C'est un ensemble de violences perpétrées par des gangs, notamment chapeautées par des politiciens, soutenus par des étrangers, etc. En gros, c'est ça. On aura l'occasion de déblayer tout ça. Un mot rapidement, Romario. Oui, bien sûr, nous allons parler du chaos, c'est la réalité d'Haïti. Bon, c'est maintenant qu'on va en parler, mais c'est quelque chose qui est là depuis une bonne dizaine d'années. Très bien, Accent du Sud 89.3 FM, c'est la CISM. Mes invités, Romario Saintius et Clarence Lindor, étudiants, chercheurs au cycle supérieur en droit de l'Université de Montréal. Je suis William Baïha, bienvenue. Oui, mes chers citoyens, ça qu'apprend, ça partit en rien. Madoulé à la natte toute la coin, pour câbler ignorer le campé loin, il finit à natir le bonheur, c'est l'occasion, c'est mission pour la paix. Dans le rapide, tu vois ghetto, yo toujours gommé. Dès qu'il école, cap Kembe Galil, non mais, dans le bidonville haïtien, à vivre en exil. Autorité au vagabond, bon peuple comme l'ennemi. Haïtien, nous avons quitté la taille pour ne pas de ça, j'aille là. Et nous n'avons pas de travail pour ça. Et au compte compte, chaque jour. La justice toujours plus pressée pour tracer l'exemple sous maléré. Mais mettre à faire bien sigilé, c'est yo qui go privilégié. Yo vin prendre et puis aller, sans yo pas négocier. Fait ici là à vivre pour en faire dans mi-temps yon bon projet.
Ça fait quelque temps là nous occupés, mais semble ça pas déranger. Frère nous yok dans gouvernement, ça que dans composition, il faut les prendre et puis aller. Sans yon pas négocier, pays si la cabine pour affaler, dans mes temps yon pas projet. La la la. Zafem, ça vaut sur la CISM. L'émission à l'écoute, c'est Accent du Sud. Aujourd'hui, nous parlons de la situation de violence débridée qui se déroule à Haïti. J'ai voulu donner la parole à des acteurs d'Haïti, des personnes qui vivent et qui ont des contacts, qui vivent toujours là-bas à Haïti, des personnes donc qui vivent ici à l'Université de Montréal, qui vivent ici à Montréal, et qui vivent aussi à l'Université de Montréal d'ailleurs, qui ont des contacts à Haïti sur le terrain. Alors, je commence par toi, Clarence. Alors, la flambée de violence qu'il y a ces derniers jours, c'est-à-dire, on a dit tout à l'heure à l'introduction que c'est une situation qui remonte à il y a quelques années déjà. Mais ces derniers jours, on a eu une explosion de la violence. Qu'est-ce qui justifie? Quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? D'abord, le contexte, c'est que depuis la mort du président, on vit dans un pays où il n'y a pas le Parlement depuis 2020 et il n'y a pas non plus le pouvoir exécutif. Et la personne qui est là, qui est le Premier ministre, à savoir Ariel Henry, dirige le pays sans vraiment prendre en compte les besoins de la population. À mon avis, ce que je voulais dire, c'est que toutes les conditions sont réunies pour que ce qui se passe actuellement à Haïti passait depuis environ 2 ou 3 ans. Sauf que depuis la libération d'un ancien sénateur élu de la République, à savoir Guy Philippe, qui a été arrêté il y a 6 ans de cela, il est revenu en décembre 2023 avec un discours de révolution. C'est ce qu'on a constaté. Mais on sait que, puisqu'il était aux États-Unis, en prison aux États-Unis pour drogue, blanchiment d'argent, etc., et on sait son affinité ordinairement avec des gangs, et on était un peu pessimiste par rapport à son discours. Sauf que le 7 février 2024, sa révolution n'a pas eu lieu. Parce que c'était la date. Mais une semaine ou 2 semaines après, on a constaté cette situation. À mon avis, il y a une relation intime entre ce qu'il a annoncé depuis janvier et ce qui se passe maintenant en Haïti. Quelle serait cette relation? C'est Romario qui parle maintenant. Bien sûr, j'ajouterais, il fallait regarder la coalition qui se fait rapidement entre les gangs. Parce que, en fait, les gangs, il y avait des intérêts divers. D'ailleurs, ils s'entretuent certaines fois. Donc, chaque groupe a ses intérêts qui sont assez différents dépendamment de leur patron. Et que, avec la venue de Guy Philippe, et puis il y a une coalition entre les gangs. Les gangs se sont unis et réunis pour aller maintenant dans les prisons pour libérer les autres prisonniers des gangs, les anciens, majoritairement. Puis maintenant, nous constatons, peut-être que c'est leur forme de révolution. Parce que, en effet, une bonne révolution ne peut pas être l'œuvre d'un groupe qui ne réfléchit pas. Mais comme c'est eux qui le font, eh bien, ils le font à leur manière. Oui, vas-y. Oui, je voulais préciser, c'est que cette coalition dont tu parles, Romario, c'est que ça a eu lieu même avant Guy Philippe. Parce qu'avec ces mêmes groupes de gangs, maintenant sous le nom de Vivre Ensemble. Avant c'était G9. Voilà. Et je crois que c'était en 2020.
il y avait une représentante des Nations Unies à BINU, en Haïti plus précisément. C'était Madame Lalim, Hélène Lalim. BINU, c'est Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, qui avait déclaré étonnamment, et à l'ONU même, à l'Assemblée générale, que ces gangs-là, Genève, qui a été créé, fédéré entre guillemets par le président d'alors, malheureusement assassiné, que ces gangs-là participaient à pacifier le pays. Et il se trouve que ce sont ces mêmes acteurs qui se sont réunis de nouveau, mais peut-être maintenant avec d'autres motivations, qui a accouché cette situation actuelle. On est en train de parler, le Premier ministre Ariel Henry a démissionné, et on est en train de parler de la nomination de nouveaux dirigeants. Comment on nomme des dirigeants dans un pays? Qui fait la nomination? Bon, ok. Romario? Oui. Bon, si c'est la démocratie, c'est le peuple à travers les urnes, par la voie des urnes. Mais comme ça fait quelques temps, nous ne sommes plus en démocratie, donc il n'y a plus de question de constitution. Maintenant, ce sont des consensus politiques. Mais il se trouve que, même après avoir, je veux dire, obtenu ce que les Haïtiens voulaient majoritairement, c'était la démission d'Ariel Henry. Bon. Et puis, nous ne pouvons pas apporter des propositions émanées des Haïtiens. Donc, maintenant, c'est la CARICOM. Et CARICOM qui est CARICOM, c'est le marché commun de la Caraïbe. On dit les amis d'Haïti, mais moi, je préfère dire les pays dits amis d'Haïti. OK? Donc, oui, Clarence. Oui, pour rebondir par rapport à cette question de nomination, puisque tu parles un peu de la démocratie, il est vrai qu'après 86, avant 86, on a connu un régime dictatorial de 57 à 86. On dit on est passé à un autre régime, mais constitutionnellement, oui. Mais du point de vue pratique, je me demande toujours quand est-ce que vraiment on va avoir cette démocratie. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y a des élections, même si on organise ces élections-là, la population, bien le peuple, participe à ces élections-là, mais au final, c'est la communauté internationale qui décide. Et récemment, en 2011, notamment avec Michel Joseph Martelly, qui a en quelque sorte légalisé ce phénomène banditisme, parce que lui, il s'est même appelé bandit légal. Un président de la République. Il a utilisé constamment cette expression, il est un bandit légal. Il est un musicien, il a écrit pas mal de musique. Voici les bandits légaux. Donc, et cet individu a été choisi par la communauté internationale. Et à chaque fois qu'il y a des élections en Haïti, même si le peuple a décidé envers tel ou tel candidat, mais au final, c'est la communauté internationale qui décide. Et actuellement, ce qui est en train de se passer, je voudrais qu'on fasse un petit round-up de l'actualité. Vous avez peut-être remarqué. Il s'est passé un cycle de négociations ou de discussions, je ne sais pas comment on appelle, en Jamaïque, au cours de la semaine, des 2 semaines qui se sont déroulées. Qui participe à ce type de discussion et pour quels intérêts? Ok, très bien. Eh bien... c'est Romario qui parle. Oui. Rapproche-toi du micro. En Haïti, il y a eu la pratique des accords, mais cette pratique n'a jamais abouti à rien. Parce que, en fait, il y a eu un accord en 2020. C'était accord du Montana. C'est 2022. Accord du Montana, c'est 2020. Et ensuite, un an et demi plus tard, puisque ça n'a rien donné, il y a eu un autre accord maintenant, c'est accord du décembre 2021. Ok, dans cet accord-là, on a eu
l'établissement du HTC, qui c'est Haut Conseil de la transition. OK. Et puis, maintenant, il devrait y avoir aussi une commission de contrôle d'action gouvernementale, mais je ne pense pas effectivement que cette commission a eu lieu vraiment. Moi je voudrais poser une question. On va rester dans cette discussion sur la précédente question sur les parties prenantes des discussions interhaïtiennes. Pourquoi les gens se battent à Haïti? Quel est l'enjeu? Oui, vas-y. Oui, merci. Et l'enjeu, je pense que c'est partout. C'est la prise de pouvoir. C'est l'enjeu économique pour s'enrichir. Mais c'est surtout économique et politique. Surtout ces deux enjeux. Mais pour revenir à la question antérieure concernant les acteurs, c'est que les acteurs, ce sont généralement des partis politiques, mais qui s'organisent autour des groupements. Il y a des groupements qui comportent 5, parfois 10, ou des organisations de la société civile, des partis politiques, etc. Mais le truc, c'est que, historiquement, en Haïti, cette formule n'a jamais marché, historiquement. À chaque fois qu'on essaie de procéder ainsi, c'est-à-dire de mettre sur pied un collège ou bien un comité, comme on l'appelle maintenant, un conseil présidentiel, ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi maintenant ça devrait fonctionner? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi maintenant ça devrait fonctionner? Et d'autant plus que cette formule, même pour la constitution de ce conseil, dont on parle maintenant, il y a des discussions, parce que les acteurs n'arrivent pas à s'entendre. On a décidé, ce conseil devrait être composé de 9 membres, dont 2 comme des figurants, 7 qui décident. Il y a un groupe, malheureusement, qui appuyait Ariel Henry, avec le dernier accord de 21 de décembre, qui n'arrive pas à s'entendre. Parce que ce groupe-là devrait envoyer un représentant à la CARICOM pour constituer le conseil. Ce groupe-là a envoyé 2 ou 3 représentants. La CARICOM lui a demandé de décider entre eux d'abord. Si avant même de la mise sur pied de ce conseil, on n'arrive pas à s'entendre, qu'est-ce qui va se passer après même de la constitution de ce conseil? Oui, vas-y. Oui. Bon, moi, je crois que ce conseil est proposé même pour échouer. Donc, c'est un préalable. Parce que comment demander à des concurrents politiques qui sont irréconciliables? Maintenant, vous demandez à 7 membres de plusieurs partis politiques différents de s'unir pour diriger le pays. Mais comment on va le faire? Parce que on parle d'une structure décisionnelle. Comment on va prendre les décisions? Est-ce qu'on va procéder par consensus? Est-ce qu'on va procéder par droit de veto? Est-ce qu'on va procéder par l'unanimité ou par majorité? Comment on va le faire? Avec 7 membres. Donc, oui, Lindor? Oui, vas-y. Oui. Outre cela, outre l'approche historique, mais on a d'autres expériences en Haïti, malheureusement, qui sont fâcheuses, concernant cette dynamique de cartel, cette formule. Ordinairement, les communes, les villes, les communes, de manière générale, en Haïti on appelle ça les communes, sont dirigées par des cartels composés de 3 membres, dont un président, ou du moins un maire. Un maire principal. Ces individus, souvent, partagent la même conviction politique, oui, bien sûr, viennent du même parti politique, mais ce qu'on constate, après chaque élection, il y a l'éclatement du cartel. Je ne sais pas si on peut expliquer ça de manière sociologiquement, historiquement, psychologiquement, mais c'est une constante dans la réalité haïtienne. À chaque fois qu'on essaie de procéder de cette manière, ça n'a accouché aucun résultat. Ok. Et c'est pour cela, moi personnellement, je pense aussi que la communauté nationale le sait aussi, qu'on ne va pas dans la bonne direction. Bon, moi, en fait, je vais reposer la question que j'ai posée tout à l'heure sur
les motivations du problème haïtien. Parce que, je ne sais pas, peut-être quand on dit économiquement, est-ce qu'Haïti a des mines? Est-ce que c'est la position sur la carte du monde qui aiguise les appétits à l'interne? Ou est-ce que c'est autre chose? Parce que quand il y a un conflit, il faut toujours essayer de regarder les enjeux. Où va l'argent? Où va l'argent? Qui tire les ficelles? Qui en bénéficie? Qui bénéficie de la situation telle qu'elle se déroule actuellement à Haïti, où on a 11 millions de personnes qui ne savent pas à quel sein se vouer? Oui, d'introduire, on peut dire, ce qu'on sait, c'est que ce ne sont pas les Haïtiens. D'introduire, ce ne sont pas les Haïtiens. Et pour ma part, je pense que c'est largement la communauté internationale. Parce que pour cette question de mines, malheureusement, on n'a pas les moyens pour les exploiter. Mais il y a des études qui ont été réalisées là-bas par des présidents antérieurement. Il y avait même une étude qui a été réalisée par un comité un comité scientifique qui venait d'Afrique, qui a montré dans des rapports clairement qu'il y a des zones de richesse de mines extraordinaires en Haïti. Mais malheureusement, on n'arrive pas à les exploiter. Et la communauté internationale s'est imposée aussi à l'exploitation de ces richesses-là. Exactement. Et pour ajouter, j'ai suivi un documentaire où on nous a dit que le président Dumassé estimé, voulait procéder à l'exploitation de ces mines, d'une partie, bien entendu. Puis, les États-Unis d'Amérique ont diamétralement opposé, catégoriquement opposé. Vous voyez? Donc, Haïti, les mines se trouvent en Haïti, c'est un président haïtien et les États-Unis s'opposent. Donc, on se demande, mais c'est pas normal ça. Et aussi, il faut dire aussi qu'Haïti se trouve dans une position géographiquement qui facilite la transaction de la drogue. Vous voyez? Donc, Haïti, c'est un pays très, très convoité. C'est un bastion de la drogue. Destiny coaching Mr. Pablo. Maman dis-moi comment oui m'gele pour fou dernier parler. Maman m'fait connaître que kidnapper moi. Pour nouvelle ça pour le casser. Leur fin jouer nouvelle ça ou pas même besoin de me connaître ou pas souffrir. Pourquoi bien demander là ou pas jamais côté qui côté ou pas le jouer déjà qu'on est mouillé déjà car après que t'en fais déjà moi que t'en fin prend balle déjà maman papa il malé déjà qu'on est mouillé déjà car après que t'en fais déjà moi que t'en fin prend balle déjà maman papa il malé émotion pour contrôler maman et que tu manges pas mon pied au mettre boulet moi parce que me connais pas qui copie pour enterrer maman et mieux mamie tirer ou pas casser pour ta jouer c'est dans manger côté au bal tout comme ça au Mandela pour calibrer déjà connu au papa pour pas maman, même pour manger une vaca, jouer une vie nous résumer, on a joué nouvelle ça ou pas même besoin de me connaître ou pas souffrir. Pourquoi bien demander là ou pas jamais côté qui côté ou
Toujours sur la CISM 89.3 FM, l'émission que vous écoutez est Accent du Sud. Vous venez aussi d'écouter Nico J qui chante Mourir déjà. C'est la bonne prononciation? Très bien. Aujourd'hui, nous discutons de la situation catastrophique de violence à Haïti. Je suis dans ce studio avec Clarence Lindor, maître, et Romario Saintus, deux chercheurs au cycle supérieur de l'Université de Montréal. Avec eux, donc, je parle de cette situation. Parlons maintenant, si vous voulez bien, monsieur, des gangs dans cette situation de violence. Parce que je ne sais même pas trop comment dire ça. Est-ce qu'on peut déjà définir ce terme de gang? Parce que quand on dit gang, ici au Québec, on dit la gang déjà. Hein? Donc, c'est comme si c'était des amis, là. Mais est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est des groupes rebelles? Est-ce que c'est juste des bandits de grand chemin? Est-ce que c'est des hommes politiques armés? De quoi parle-t-on? Ok. Romario. Ben, bon, moi je savais un gang ou une bande criminelle. Bon, ici au Québec, on dit... On dit la gang. Ben, on va dire un gang. Un gang. Ok. Pour nous, c'est un groupe criminel, n'est-ce pas, qui... ce groupe-là fonctionne en dehors de la loi. Mais maintenant, avec la complicité de certaines personnes, la complicité de certains officiels, bien entendu. Et pour nous, en Haïti, on peut même dire avec la complicité de l'international. Donc, en gros, c'est ce que nous appelons gang en Haïti. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose, Lindor. Oui, je peux ajouter pour dire que, bon, c'est d'abord, il y a une relation étroite. Historiquement, il y a une relation étroite entre ces individus-là avec l'État ici. Et ça commence depuis 1957, depuis sur la dictature. Oui, avec les tontons Macoute. Les tontons Macoute. C'est ça. Il y a vraiment une relation étroite entre ces individus et l'État ici. Mais ça a pris corps vraiment à partir de la second mandat de Jean-Bertrand Aristide de 2001-2004. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait, de manière générale, pour vraiment consolider son pouvoir et du coup combattre ses adversaires? Il a armé des jeunes, des jeunes défavorisés. Il a joué sur ça, il a essayé de les récupérer et les armer. Et ça va continuer au fil du temps. Mais outre le pouvoir politique qui a souvent instrumentalisé ces individus, il y a aussi l'élite économique ou bien l'élite financière. Pourquoi? C'est parce que pour sécuriser leur entreprise, ils utilisent ces individus. Et souvent, ces entreprises se trouvent dans ces quartiers-là ou bien à proximité de ces quartiers-là. Donc, pour protéger ces entreprises, ils utilisent ces individus. Que ce soit pour l'entreprise, mais contre ses adversaires. Et ils peuvent aussi utiliser ces individus pour détruire l'entreprise de l'autre. Exact. Et à l'interne, mais à l'externe aussi. Tout à l'heure, on en discutait. Il y a un embargo sur Haïti depuis 1990 concernant la vente des armes. C'est vrai, on l'a levé depuis au cours des années 2000, mais sauf que les États-Unis d'Amérique ont interdit à leur gouvernement de vendre la police. La police haïtienne. La PNH, des armes sophistiquées, des calibres, des armes vraiment sophistiquées. Sauf que en Haïti, les gangs possèdent vraiment des calibres ou bien des armes très sophistiquées, des armes de guerre. J'écoutais dernièrement à Radio-Canada ou à TVA, je ne me rappelle plus, qu'il existe environ 600 000 armes en circulation d'une manière illégale à Haïti, donc une grande partie d'armes de guerre. Romario? Oui. Moi, je dirais aussi que ces gangs-là, ce sont des gens qui ils sont disposés à servir les gens qui vont payer mieux leurs affaires, quoi. Oui, ils sont là pour plus offrant. Exactement, c'est ça. Parce que ils sont utilisés
non seulement par l'élite économique, comme Nédor vient de le dire, mais également et surtout par les politiciens dans les périodes électorales. Mais on a vu que après la libération des prisonniers, il y a quelques jours, ou il y a environ 10 jours, il y a eu un chef de gang qui a émergé. On dit qu'il y a environ 300 gangs actuellement à Haïti, pardon. Il y a un chef de gang qui a émergé, qui parle donc dans les médias, qu'on appelle Jimmy Cherizier. Barbecue. Oui, Barbecue, c'est ça. C'est un ancien policier. Bon, l'idée n'est pas de le juger parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais comment, c'est juste un exemple, hein, parce que je dis ça comme ça, il ne faut pas qu'on vienne nous chercher ici, à Montréal. non, je le dis avec une grande sérénité. Mais ma question, c'est de savoir comment on fait concrètement pour devenir une personnalité comme celle-là. Quel est le parcours d'un chef de gang ou d'un membre d'une organisation comme un gang à Haïti? Il te faut... C'est Romario qui parle. Il te faut tout simplement de la volonté. C'est-à-dire, si beaucoup d'Haïtiens, aujourd'hui même, veulent devenir gang, ils le seront facilement. Parce que toutes les mises en place, les dispositions sont déjà là pour que si toi tu veux être gang, ouais, tu le seras facilement. Mais c'est si quelqu'un veut devenir quelqu'un, maintenant tu dois te battre. Mais si c'est pour devenir gang, donc tu auras beaucoup de bras. Bon, ouais, exactement. Donc on a mis à ta disposition des provisions pour devenir gang. Maintenant, les gens en Haïti qui ne le sont pas, il faut croire que ce sont des résistants, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui se battent pour rester honnêtes, mais toutes les conditions existent déjà pour devenir gang en Haïti. C'est une question de volonté. Oui, par rapport à cela, il y a d'abord la question de pauvreté. Oui. Parce que souvent, ces gangs viennent des quartiers défavorisés. C'est la question de la pauvreté. Et s'agissant de la situation particulière de Barbecue, il faut dire que lui, il était, comme je l'ai dit tout à l'heure, il était policier. Et je pense que ce qu'il a créé, c'est le gouvernement antérieur, le gouvernement de Jovenel Moïse. Parce que après la fédération des gangs, même avant la fédération des gangs, il y avait plusieurs massacres au cours des années en 2018. Et il se trouve que le gouvernement a été indexé lors de ces massacres. Notamment, il y a un massacre à La Saline, il y avait 240 personnes mortes, etc. Et on l'a utilisé comme cible. Il faisait partie des policiers qui se rendaient là-bas et on l'a utilisé comme cible. Il était ciblé et il s'est dit, je ne vais pas me laisser faire. Donc, c'est à partir de cela qu'il a émergé. Donc il est devenu une sorte de policier marron. Oui, révolté aussi parce que lui, il était, comme selon ses dires, il était un vaillant policier qui aimait la police. C'était franchement quelqu'un de très décidé, qui aimait ce qu'il faisait, mais comme lorsqu'il a été choisi comme cible, vraiment, il s'est révolté. Il dit que mais maintenant, il ne veut pas subir maintenant les accusations des gens, que ce soit des gens du gouvernement et aussi des organisations, exactement, des droits de l'homme. Oui, mais c'était justement ma question, je la pose à Clarence. Aujourd'hui, on sait que la plupart des chefs d'État, c'est la même chose en Afrique. S'ils se mettent dans des situations où ils répriment un peu trop fortement certaines situations sociales ou politiques, ils peuvent être poursuivis par la Cour pénale internationale. Est-ce qu'il y a des mécanismes comme ça, que ce soit au niveau régional ou au niveau international, qui concernent les chefs de gang, vous qui êtes des juristes, est-ce qu'il y a des poursuites internationales qui sont ouvertes contre ce type de personnages? Et oui, il y a des mécanismes. Sauf que concrètement, en Haïti, ce qui se passe, d'après l'histoire, c'est souvent des États qui
si cet État-là est engagé directement, bien concerné directement par une action de tel ou tel chef de gang, et cet État peut poursuivre cet individu. On a pas mal d'exemples en Haïti, mais sauf qu'il y a des mécanismes, que ce soit au niveau régional, il y a des mécanismes pour vraiment poursuivre des chefs de gang ou même des États. Mais sauf que concrètement, il se trouve que ce sont les États haïtiens, les États directement qui, par des accords bien entendu bilatéraux, qui poursuivent parfois ces individus-là. Et on a des exemples. Nikodji, sous plateforme Patrie Média Haïti, dis-nous comment se sens-tu par rapport à ça qui a traversé le pays. Est-ce qu'on est en forme? Maman dem si mon bon état, parce que mon pays déjà chaque jour met petit jeune en retard. L'état pays m'a fait des voiles, c'est au même encore. Capo frit si mon la risam, encore moi pas arrêter moral. Parce que ma vie, yo dal bagay qui pas normal. Est-ce qu'on va venir faire la morale? C'est ça ma petite. Les yo frères tombés, sans mouiller nous plus que la pluie. Et nous stressons plus que nous ravis. Si j'ai pas son mati. Maman t'aime si ma forme, maman t'aime si ma vie, maman t'aime quoi maman t'aime. Station qui l'enforme, mais pas senti ma forme, moralement efficace. Pas qu'à forme, pas qu'à forme, pas qu'à forme non, pas qu'à forme non. Nous prenons à sa presse, nous tuyel. De l'embabal, nous prenons nous boulel, yeah. Nous la guerre famille, nous crier. Image ça et you fait m'baka en faux. C'est donc mec li même m'a fouillé. Soldats sous territoire, chaque jour vite menacé. Nous, la vie toute boisson, on danse. Peuple là, on l'a dansé pour coller. Et you friend tombé. 89.3 FM sur Montréal, vous écoutez la CISM et l'émission c'est Accent du Sud, toujours dans ce studio avec Clarence Lindor et Romario comment? Saintus. Romario Saintus, ça, la Coupe du Monde 1994 est passée par là. Vous écoutez encore Enfant Sonore Nikodji pour la deuxième fois qui chante Pas qu'à forme. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas être en forme. On ne peut pas être en forme. Rapport à la situation. Par rapport à la situation, c'est le cas de le dire. Ok, parlons maintenant du rôle des amis d'Haïti. Le général de Gaulle, c'est un président français, disait il y a quelques années que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Mais le seul pays au monde qui a des amis, malgré sa situation, c'est Haïti. Qui sont les amis d'Haïti? Ok. Romario. Bien, moi, je dirais comme Charles de Gaulle, Haïti n'a pas d'amis. Je préfère dire les pays dits amis d'Haïti. Pourquoi? Parce que les amis d'Haïti, mais je sais que Haïti a des frères comme le peuple africain, les Africains, ce sont des frères. Et aussi, on a des partenaires, ok. Donc, il y a Cuba, Venezuela et autres. D'accord. Mais maintenant, les pays dits amis, les pays qui se disent amis d'Haïti, on peut prendre les États-Unis, n'est-ce pas? La France, le Canada, etc. Donc, je vais prendre l'exemple de Lalim, qui est d'origine américaine. Elle est américaine, Madame Lalim, Hélène Lalim. Ainsi que les États-Unis et la communauté internationale, qui supporte d'abord, dans un premier temps, Matteli, Michel Joseph Matteli, le président qui précède Jovenel Moïse, qui était assassiné en 2021. Et puis, après la mort de Jovenel Moïse, Madame Lalim
a supporté, comme le Canada aussi, avec Trudeau. Donc, ils ont tous supporté Ariel Henry. Mais pas le peuple haïtien, non? Le peuple haïtien ne supportait pas, et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, le peuple, il faut dire que le peuple est content, est satisfait de son départ. Bien sûr, bien sûr. Parce que entre autres, il a augmenté le prix des carburants de plus de 110%. Bon, c'est l'une des mesures parmi tant d'autres, oui, tout aussi populaires, si on peut dire, d'une manière ironique. Donc, aujourd'hui, les Haïtiens sont contents. Pourquoi? Parce que Ariel veut rentrer en Haïti, il ne peut pas. Mais vous savez, lorsque tu subis la même chose que moi, tu comprends mon langage. Parce que les Haïtiens qui ne peuvent pas rentrer chez eux, en Haïti, je ne parle pas de la diaspora, je parle des Haïtiens qui sont sur le territoire. Exactement. Et puis, mais qui sont déplacés parce qu'il y en a beaucoup. Exactement, par l'agissement des gangs. Donc, qui ne peuvent pas regagner chez eux, mais qui sont joués aujourd'hui chez des amis ou en campagne. On a vu des exodes assez terribles. J'ai regardé encore des images de la capitale Port-au-Prince, le centre-ville. Oui. J'ai jamais été ici, mais ça rend malade. Exactement. Donc c'est la même chose qui est arrivée aujourd'hui à Ariel Henry. C'est dommage pour l'image d'Haïti à l'international, mais ça fait quand même la joie de certaines personnes en Haïti parce que c'est leur réalité de chaque jour. Maintenant, oui, par rapport à cette question, on reviendra. Oui, par rapport à cette question d'amitié, et je pense à une phrase d'Aristote dans les livres 8 et 9. Il a dit qu'un bon ami est un ami qui nous élève. Mais malheureusement, la communauté internationale fait l'inverse. Et on a des preuves. Il y a par exemple un groupe qui s'est créé au cours des 5 dernières années, appelé Core Group en Haïti. Core Group est composé d'un ensemble d'ambassadeurs. Il y a l'ambassadeur du Canada, de la France, des États-Unis, Mexique. Tout au long de son existence, cette organisation dite internationale supporte ordinairement ce que repoussent les Haïtiens, bien ce que refusent les Haïtiens. Il y avait antérieurement, il y avait Jovenel Moïse, avant sa mort. Il y a Ariel Henry. Mais à chaque fois, ce groupe se situe diamétralement opposé à la position du peuple haïtien. C'est pour dire que ce groupe-là, ou bien ces partenaires-là, entre guillemets, ne visent pas vraiment notre bien-être. Exact. Au contraire. Oui, j'ajoute. Les pays qui se disent amis d'Haïti, ce sont des pays riches, non? Ok. Mais, vous voyez, l'Ukraine est en guerre. L'Ukraine a reçu, disons en 2022, tout simplement, je vais prendre seulement les chiffres de 2022. L'Ukraine a reçu pas moins que 49 milliards de dollars des États-Unis. Ouais. Ok. Et donc 4 milliards en aide militaire. Exactement. Puis pour le Canada, pardon. 4 milliards pour le Canada. Non, 49 milliards pour les États-Unis. Pour les États-Unis et 4 milliards d'aide militaire pour le Canada. Exactement. En 2022. Okay. Excuse-moi de te couper, mais c'est juste non, c'est très bien, c'est très bien. Et en 2023, le président des États-Unis, Biden, donc les Haïtiens aiment tant, Joe Biden, il a fait une demande au Congrès américain d'une aide de 50 millions pour Haïti. Et le Congrès n'a débloqué que 10 millions pour Haïti. Mais maintenant, vous allez me dire, mais ok, c'est pas la même situation, l'Ukraine, Haïti, l'Ukraine est en guerre, donc c'est pas la même chose en Haïti. Mais moi-même, je vais vous dire que il y a beaucoup plus de civils haïtiens qui sont morts dans cette période de 2022 à 2024. Il y a beaucoup plus
plus d'Haïtiens, civils haïtiens qui sont morts que... Aussi par la situation. Exactement, que d'Ukrainiens. Et en passant, c'est aux portes des États-Unis et du Canada. Et exactement, moi, je vais vous dire, pour un Américain, si un Américain veut aller en Ukraine, ça va prendre 10 heures de vol. OK? Mais pour Haïti, c'est un peu moins que 2 heures de vol. Donc maintenant, lorsque vous me parlez d'amis d'Haïti, mais c'est on parle de quel ami? Autre chose, je peux ajouter par rapport à cette question d'insécurité qui s'abat en Haïti. On veut résoudre le problème de sécurité. Mais l'un des facteurs clés, c'est de commencer par limiter l'approvisionnement des gangs, que ce soit en armes, mais surtout en munitions. Bien sûr. Les États-Unis peuvent le faire. Mais pourquoi ils ne le font pas? Surtout que les États-Unis ont une importante flotte de garde-côtes. Oui. Et donc qui patrouillent dans toutes les eaux des Caraïbes jusqu'en Floride. Justement, si ça n'arrive pas, c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas la volonté. Oui. Il n'y a pas de la volonté pour stopper cette vaste importation, non seulement d'armes, mais aussi de munitions. Parce que les gangs là-bas, d'après des vidéos, des messages, parce qu'ils exposent aussi leurs munitions, on dirait qu'ils ont des munitions pour 5-10 ans. Mais où se trouvent ces munitions? Comment ces gangs, que faire ces gangs pour se procurer de ces munitions? Exact. Et c'est parce que c'est par rapport à leur affinité avec les politiciens, mais aussi les entrepreneurs. Avec leur connexion aussi avec les entrepreneurs et l'international. Et autre chose, je voudrais ajouter, Lindor, mais si vous voulez réellement aider Haïti avec l'insécurité, pourquoi ne pas investir dans la police nationale ici, la PNH? Mais pourquoi vous allez nous envoyer une autre force policière alors que nous avons des policiers en Haïti, nous avons une armée en quelque sorte quand même. Une motion Romario par rapport à l'aide à la police nationale, parce que la communauté nationale aide, mais sauf que elle n'aide pas vraiment pour nous aider à s'en sortir. Il faut penser à aider vraiment, pas faire semblant. La communauté internationale, notamment les États-Unis, aide la police nationale, mais que comme saupoudrage. C'est pour faire semblant. Mais il n'aide pas vraiment pour nous aider à sortir de cette situation. Romario, pour sortir de la question. Parce que normalement, si vous allez nous envoyer, Kenya va envoyer 1000 policiers. Alors qu'en Haïti, nous en avons 10 000. OK? Bon, et as-tu eu la possibilité d'en recruter et d'en former? Oui. En fait, je dis 10 000, c'est par rapport maintenant au programme Biden. Maintenant, il y a beaucoup de policiers qui ont laissé le pays, etc. Mais c'est beaucoup plus. Je dis 10 000 comme ça. Donc, mais pourquoi ne pas envoyer ces policiers? Bon, on peut prendre un chiffre, 3 000. Donc, former 3 000 policiers pour pouvoir contrecarrer ces gangs-là. Ou du moins, nous avons une armée quand même. Bon, c'est une armée que les amis d'Haïti n'encouragent pas, d'ailleurs. Parce qu'on fait tout pour... Parce que si nous avons la présence d'une armée en Haïti, et que... Pourquoi ne pas tester l'armée sur le terrain? Parce que ce que les gangs font là, les gangs ont des armes de guerre. Non, maintenant, c'est une affaire pour l'armée, pas pour des policiers. C'est une situation de quasi-guerre civile. Oui, mais bien sûr. En un mot, Clarence. Oui, c'était juste pour enrichir cette question concernant l'armée. Ça fait environ une année, les États-Unis ont interdit directement le gouvernement Ariel d'utiliser l'armée d'Haïti pour combattre les gangs. Il y avait une interdiction formelle. Ça n'a aucun sens. Parce que le pays, ou bien le gouvernement était un peu dépassé par la montée de la violence à Port-au-Prince. Et on pensait, on allait utiliser l'armée d'Haïti pour un peu les intimider au moins, oui. Il y avait une interdiction internationale de la part de la communauté internationale.
Alors que cette armée-là ne faisait rien. Elle n'existe que sur du papier. Exact. L'est arrivé pour nous penser à 2004 qui va arriver. Nous voulons fêter, nous voulons réjouir de sentir l'indépendance. Nous diviser, pas gain la paix. Nous avons pour pouvoir. Nous avons fait lobby, nous avons chiré vite. Tout ça, c'est peuple qui a souffert. Priez, l'arrivée, pour nous État, pays, nous voulons fêter, malgré chance, souffrance, ça pas capable on nous loger la même bayo n'a demandé une chance petit pays nous prends conscience Haïti pas qu'à souffrir encore égoïsme à méchanceté qu'a détruit nous peuple là dans la rue, il n'a grand goût, il pas qu'un côté pour dormir. Il toujours voter pour le cas soulager, l'ennemi barré pour le pas passer. Politiciens tout point, fait richesse sous dol, toujours ces peuples à défendre. D'arrêt mais on comprend, j'ai bon Dieu à garder où. Pour poser aux questions, prier. Arriver, on doit être pays, nous voulons fêter, malgré la souffrance, ça va capable, on nous loger la même baillot. Lucha Rémi chante Haïti 2004 sur les accents du Sud, CISM 89.3 FM, toujours dans ce studio avec Romario, Saintus et Clarence Lindor. C'est vrai que chaque fois que je dis Romario, ça me fait penser aux joueurs brésiliens. Nous parlons de la situation de violence extrême qui secoue Haïti depuis beaucoup d'années, mais avec un pic au cours des quelques dernières semaines. Alors, parlons maintenant, nous avons déjà évoqué plusieurs sujets. Le dernier, c'était le rôle des amis d'Haïti. Maintenant, parlons du rôle de la diaspora, parce que nous sommes ici dans la diaspora haïtienne. Moi-même, je me considère comme faisant partie de cette diaspora haïtienne-là, parce qu'elle est diverse et variée. Alors, comment est-ce que la diaspora, globalement, se positionne ici, par exemple, à Montréal, parce qu'il y a une importante communauté haïtienne ici, mais également aux États-Unis. Quelles sont les initiatives qui sont prises pour faire face à la situation qui se passe à Haïti par rapport aux personnes qui arrivent, par exemple, ici? On sait qu'il y a des programmes canadiens qui font venir des Haïtiens. Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont prises? Oui, il y a. Mais la diaspora haïtienne se fait ressentir, se fait remarquer surtout sur le plan économique. Parce qu'une bonne partie de la population haïtienne dépend de sa diaspora, notamment avec des transferts d'argent, etc. Mais sur le plan politique, ça laisse encore à désirer parce que on n'est pas, j'ai l'impression qu'on n'est pas assez organisé. On n'est pas assez organisé pour vraiment pour vraiment aborder la complexité de notre réalité. Par contre, sur le plan économique, on a vraiment, on est vraiment de vrais supporters de la population haïtienne. Moi, ce que je dis, oui, envoyer de l'argent, faire des transferts, c'est bon, c'est bien. Mais aussi, il faut nous organiser. Donc, moi, généralement, je ne me considère pas comme une diaspora, mais les diasporas doivent s'organiser pour, par exemple, avoir une œuvre en Haïti. Comme par exemple, on peut créer une université en Haïti. Donc, on peut faire fonctionner une université en Haïti. Donc, ce serait l'œuvre
de la diaspora. Et à ce moment-là, rapidement, je vais te donner l'indor, à ce moment-là, la diaspora pourra proposer un plan de sortie de crise et aussi exiger à ce qu'il participe à la vie politique en Haïti. Donc, on peut même exiger, si la diaspora s'est organisée, on peut, par exemple, comme je le disais tout à l'heure avec Lindor, donc on peut dire, par exemple, pour l'éducation, ça faciliterait aussi que les étudiants haïtiens partent à l'étranger étudier dans de très bonnes universités pour revenir à participer dans la reconstruction d'Haïti. Donc, il faut que la diaspora prenne sa responsabilité politique, sociale, n'est-ce pas? Donc, en Haïti. Merci beaucoup Romario et Clarence d'avoir accepté mon invitation pour discuter de la situation assez inquiétante à Haïti. La communauté universitaire de l'Université de Montréal donc, a fait un communiqué pour parler de cette situation et attirer l'attention de l'ensemble de la communauté sur ce qui se passe à Haïti. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on rebondisse là-dessus et qu'on organise une discussion avec nos dévanciers, mais également entre nous, sur la situation à Haïti, à l'université occidentale, à l'université de Montréal. Je pense que c'est une contribution qu'on peut apporter. On aura l'occasion d'en parler avec d'autres amis. Pour que nous fassions cette discussion, si possible, en présence du recteur de l'Université de Montréal, pour que cette situation quand même soit portée un peu plus haut qu'ici. Et on est persuadé qu'avec l'apport de l'ensemble de la communauté universitaire de l'Université de Montréal, on pourra faire entendre une certaine voix. L'émission, c'est Accent du Sud, c'est tous les mardis à midi. Merci d'avoir été en notre compagnie. Retrouvons-nous mardi lorsqu'il sera midi. Je suis William Baïha, au revoir.